Parmi la centaine de livres que j'ai lus cette année, il y a eu des rencontres. Ce sont ces lectures où la sensibilité de l'auteur, à travers son livre, est arrivée jusqu'à moi et a touché la mienne. Il s'est passé quelque chose au-delà de la simple lecture. Deux personnes, à travers l'espace et le temps, se sont rencontrées. Ce sont des auteurs dont je vais parcourir l'œuvre en 2024 et sûrement les années qui suivront, car ils font partie de ceux que j'appelle mes amis. Ce sont ces auteurs dont la voix et le talent me sont désormais familiers et intimes, et que je retrouve toujours avec une petite émotion et une pointe de mélancolie. Je vous rassure, je ne suis pas tarée, c'est juste le pouvoir de la littérature. 2023 a commencé sur des chapeaux de roue avec Anna Karénine de Léon Tolstoï. L'hiver précédent, j'avais lu Guerre et paix qui m'avait transportée, et donc je m'étais dit continuons avec Tolstoï. Et ce bon vieux Léon a confirmé, j'ai absolument adoré. Pour vous donner une grossière idée de l'intrigue, on suit plusieurs couples déjà formés, qui le seront, voire qui se déferont pendant le roman. Tous les personnages étant amenés à interagir puisqu'ils sont amis ou de la même famille. C'est un roman sur les liens qui unissent les gens, et sur l'amour, sous toutes ses formes, dans ce qu'il a de plus pur et de plus torturé. Plus que l'intrigue ou les personnages, c'est l'ampleur du talent et de l'intelligence de Tolstoï qui m'a subjuguée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de désespoir ou que je n'ai jamais eu envie de baffer certains personnages, c'est juste que ça n'avait aucune importance parce que le narrateur était là, et que chaque page transpirait le génie littéraire de Tolstoï. Si ce n'est pas encore fait, lisez Anna Karénine. Vous en aurez certes pour un petit moment, mais ça en vaut vraiment la peine. Cette année, j'ai découvert Toni Morrison avec Home qu'on m'avait offert à Noël et L'œil le plus bleu que j'ai lu par la suite. Je vous conseillerais de commencer par Home, dans lequel on suit un soldat américain noir qui revient de la guerre de Corée. Là où à l'armée il était l'égal de ses compagnons, il retrouve en rentrant chez lui le racisme de la société américaine et donc un statut inférieur. De retour aux États-Unis, il va arpenter le sud pour retrouver sa sœur. Ce sont deux livres dont il me semble difficile de parler. Là encore, l'intrigue a assez peu compté pour moi. Ce qui m'a interpellée, c'est la manière très particulière qu'a l'autrice de raconter ses histoires. La trame est simple et l'on rebondit de personnage en personnage. On découvre leur passé, leur présent, ce qu'ils auraient pu être, les choix qu'ils ont faits, mais aussi ceux qu'ils n'ont pas eus. C'est un portrait de l'Amérique et des gens dans tout ce qu'ils ont de paradoxal et de vrai. Le propos ne tombe jamais dans la facilité. Ce sont deux récits qui sont difficiles à lire, crus et pourtant envoûtants. Il s'en dégage de la violence, de la poésie et une grande pudeur. Il me semble aujourd'hui indispensable de lire Toni Morrison au moins une fois dans sa vie. Le prochain sur ma liste, c'est le très célèbre Beloved. 2023 a été l'occasion pour moi de découvrir Taniguchi avec Un zoo en hiver. C'est un manga qui m'a donné l'impression très bizarre de lire un roman. Pour autant, je ne vais pas vous le résumer parce que l'histoire, selon moi, n'a aucune importance. Ce manga est pour moi avant tout une atmosphère et c'est la lenteur mélancolique qui s'en dégage qui le caractérise vraiment. C'est une observation des autres, de soi et de la vie. J'en suis ressortie pensive, touchée par la poésie et la justesse du livre, et en même temps affectée par sa tristesse inhérente. En 2024, je compte lire Les années douces et Quartiers lointains, parce que je pense que Taniguchi peut faire encore mieux, et qu'il peut se passer quelque chose de fort entre lui et moi. Là on tombe sur la partie délicate, le livre impossible à décrire. Péléas et Mélisande est une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck. Elle raconte l'histoire de Golo qui rencontre Mélisande dans une forêt, qui l'épouse et qui l'emmène dans son royaume. Mais une fois sur place, elle tombe amoureuse du frère de son mari, Péléas. La gourde. Alors ça peut paraître un peu plan-plan, mais je ne pense pas que vous ayez déjà lu un livre comme celui-ci. Cette pièce m'a complètement charmée et emportée dans un autre monde. J'avais l'impression de lire Shakespeare, mais revisité par les frères Grimm. J'étais comme dans un rêve, et à peine terminée, j'ai eu terriblement envie de la relire. Avec son côté conte médiéval, elle est d'ailleurs parfaite pour l'hiver. N'hésitez pas. Et comme j'en veux plus, je vais lire soit L'intruse, Les aveugles ou Intérieur sur les conseils d'une amie spécialiste. Alors on n'a pas encore parlé poésie sur la chaîne, mais pour vous donner une idée, mon recueil préféré ce sont Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Donc Éluard, c'est pas franchement l'homme vers lequel je me tourne habituellement. Cependant, en lisant une anthologie sur internet, je suis tombée sur plusieurs de ses poèmes qui m'ont provoqué ce petit sursaut qui survient quand je lis un poème ou que je croise un tableau qui me parle particulièrement. C'est difficile à exprimer, mais je pense que vous voyez ce à quoi je fais allusion. Et tous ces poèmes venaient du recueil Au rendez-vous allemand. Il regroupe des textes publiés pendant la Seconde Guerre mondiale et dont l'engagement contre l'occupant allemand est très clair. Ces poèmes décrivent un Paris occupé qui n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme ses habitants. À cela s'ajoute une exaltation pour la liberté et pour la vengeance. Il y a d'une part la misère, et de l'autre un souffle épique qui va parfois jusqu'à la cruauté. C'est un recueil qui, je pense, ne peut pas laisser indifférent. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait, sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire.
Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions. Pour le venger, il le savait, et le jour se leva pour lui. Alors un peu de SF, en 2023, j'ai découvert Dune de Frank Herbert. La fin de Dune étant assez rapide et pas franchement satisfaisante, j'ai enchaîné avec le tome 2, Le Messie de Dune. Et plus que le premier, c'est lui qui a sa place sur la liste. Là, j'ai eu une vraie fin. Il est dans la continuité du premier, donc je vous invite à lire les deux à la suite pour avoir le sentiment que les enjeux du premier ont été bouclés. Alors je ne vais pas vous mentir, comme dans Dune, c'était en dents de scie. Par moments, je me demandais ce que je faisais là, et à d'autres, j'avais l'impression de ne jamais avoir autant aimé un livre de ma vie. Ce qui a fait la différence et qui explique sa présence aujourd'hui, c'est le dernier tiers du roman. Frank Herbert a tout donné dans cette fin. Les différentes intrigues se mettent à faire sens, tout s'imbrique et s'allie à une puissance symbolique portée par des images marquantes. Le souvenir de la littérature antique est pleinement visible ici et mobilisé de manière percutante et formidable, dans les deux sens du terme. Alors j'ai l'impression de ne pas du tout lui rendre justice, mais Dune, ça excède toute catégorisation. Au-delà de la question du genre et de la SF, c'est surtout celle de savoir si votre sensibilité s'accordera avec le livre. Si c'est le cas, sans trop pouvoir l'expliquer, il fera partie de vous pour toujours. Au contraire, s'il ne vous touche pas, vous ne pourrez probablement pas le terminer. C'est une expérience à faire dont je ne pense pas qu'on puisse sortir totalement perdant. Bref, vivement le tome 3. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à la partager autour de vous. Ces derniers mois, j'ai décidé de lire Balzac. J'ai commencé avec le colonel Chabert, qui ne m'a pas transcendé, puis j'ai lu le chef-d'œuvre inconnu, et là, j'ai compris. On y suit plusieurs peintres de renommée plus ou moins grande qui vont discuter et se montrer leur toile. Il est donc question d'art, de la femme qui pose comme modèle et de ce que l'acte créatif représente pour celui qui peint. En amont, sur le moment et face à autrui. C'est monstrueusement résumé, mais le texte est si court qu'en dire plus serait dommage. Juste mention spéciale à la fin, et au fait d'appeler Nicolas Poussin Nick Poussin, irrésistible. Cette nouvelle était tellement brillante et fine intellectuellement que j'ai su qu'il allait falloir que je m'attelle sérieusement à l'œuvre de Balzac parce que je ne pouvais pas risquer de passer à côté de ce genre de livre. Si vous lisez cette nouvelle, ce que je vous conseille fortement, prenez l'édition Folio avec la préface d'Adrien Gutz qui est excellente. Elle permet de relativiser certaines conclusions hâtives que l'on pourrait faire, mais elle permet aussi de se rendre compte de l'importance de ce texte pour l'histoire de l'art. En cette fin d'année, j'ai découvert, enfin, une saga de fantasy qui fonctionne sur moi, Terre-Mère d'Ursula Le Guin. J'en ai longuement parlé dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la regarder pour en savoir plus, et pour m'entendre déverser mon amour pour le premier tome, plus largement pour Ursula Le Guin qui est merveilleuse. Il y a quelques mois, j'ai lu Le temps qui reste de Patrick Boucheron, un essai dans lequel l'historien s'interroge sur la notion de crise et sur les différentes manières d'y faire face. Que faire quand on a l'impression que la catastrophe écologique est imminente et inéluctable? Que faire du temps qui reste? Dans son livre, Patrick Boucheron citait Monde nouveau de Stefan Zweig, sur lequel je me suis jetée avec avidité. Cet ouvrage regroupe 3 textes de l'auteur, L'échec de Wilson, Les pêcheurs du bord de Seine et une introduction à l'Émile. Celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le deuxième. Les pêcheurs du bord de Seine est un court essai dans lequel Zweig réfléchit à l'apparente indifférence de certains, voire la sienne propre, face à un événement historique majeur, face à un monde en crise. Il part pour cela d'une anecdote, celle des pêcheurs du bord de la Seine, qui n'ont pas arrêté leur activité ne serait-ce qu'une seconde, alors même qu'on décapitait Louis XVI juste à côté d'eux. Il explique comment cette réaction, qui lui paraissait improbable quand il l'a apprise, lui semble, en 1940, tristement familière. Avec cet essai, Zweig a mis les mots sur des questions que je me posais et sur ce que je pouvais ressentir. Et lorsque je me demande ce qui me fait le plus souffrir en cette époque, c'est, je dois bien l'avouer, de n'être plus capable de compatir à tout, en une époque qui provoque un tel excès de souffrance que non seulement elle tue les hommes, mais qu'elle détruit aussi la force nécessaire pour compatir à la souffrance humaine. Je n'en dis pas plus ici parce que le texte faisant 10 pages, ce serait quand même dommage de tout dévoiler. Je vous en conseille fortement la lecture, d'autant plus que l'auteur y fait preuve d'un réel talent d'écriture, il est sensible et perspicace. L'introduction apporte du recul et un éclairage sur les contextes d'écriture, donc prenez le temps de la lire, c'est vraiment constructif. Les autres textes ont été moins marquants pour moi, même si le passage sur la nouvelle Héloïse dans le dernier m'a bien fait rire. Toujours dans le cadre de ma folie des nouvelles de Balzac, j'ai entamé un dimanche matin Sarrasine. Je ne vais sciemment rien vous dire de l'intrigue et je vous conjure de ne pas lire la 4e de couverture parce que le charme du texte repose en partie sur la surprise qu'il contient. Ce serait franchement sadique de ma part de vous la gâcher. Sachez simplement que c'est une histoire de passion dévorante, alliée à un humour ravageur de la part de l'auteur. Alors ce livre, c'était la perfection. Il y avait absolument tout ce que j'aime. Les thèmes, les techniques de narration, les différents tons employés, la nature de la surprise, la cruauté de la chute, tout.
Il n'y a absolument rien à changer, même ce que je n'avais pas prévu était encore mieux fait. Quand je le lisais, j'étais incapable de m'interrompre, et quand il a fallu quand même que je le lâche pour aller déjeuner, je ne faisais qu'y penser. J'étais complètement obsédée par ce livre. Bon, après, il n'y a aucune garantie qu'il vous fasse le même effet qu'à moi. Je ne dis pas que c'est le livre du siècle, simplement qu'il est devenu l'un de mes livres préférés et qu'il s'est tissé sur celle que j'appelle l'étagère de l'ultime. Lui et moi, on s'est trouvés, et je dirais même Balzac et moi. En 2024, j'aimerais me lancer correctement dans la comédie humaine, et j'ai trouvé sur internet un parcours que je vais essayer de suivre, alors sûrement pas à raison d'un livre par mois, mais le plus fréquemment possible. Voilà, c'en est tout pour cette belle année. J'espère que 2024 sera d'aussi bonne qualité, et surtout que vous aussi, vous avez fait de belles rencontres. Bonne année à tous.